bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. On est toujours ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, programme extrêmement chargé. Comme le podcast précédent, on a 3 matchs à débriefer. La victoire contre Souffle-Versheim et Vichy-Clermont. Et puis le revers de vendredi contre Grise-Oberhofen. Et pour cet épisode, nous sommes 3 avec Lilian et un invité spécial, Antoine de ProBactu. Salut les gars. Salut. Ravi de te recevoir Antoine pour cet épisode dont on espère, on va parler de basket, pas que de victoire malheureusement pour Paris. Merci beaucoup pour cette invitation. On aura un œil neuf sur Paris, ça va faire du bien. Ouais, éviter aussi qu'on soit entre nous et de dire que du bien de cette équipe. Bon, comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toute l'actu sur le site parisbasketball-onair.fr. Et nous, on va pas trop tarder. On démarre tout de suite avec Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 15. Let's go. Yo, ici c'est ton bouc d'Andigel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on commence avec les résultats de ces 3 dernières rencontres qu'on va débriefer comme la semaine passée en points négatifs et points positifs pour démarrer. Juste, on fait les résultats avant. La victoire de Paris, c'était la semaine dernière face à Souffle-Versheim, 90-70, match vraiment maîtrisé de la part des Parisiens. En milieu de semaine, le déplacement à Vichy-Clermont avec la victoire, surtout grâce à une belle deuxième mi-temps, 95-84 sur le parquet de Vichy-Clermont. Et puis, la deuxième mi-temps, cette fois-ci, beaucoup plus mauvaise et la défaite un peu surprise à Grise-Oberhofen, c'était vendredi dernier, 80-76. Je vous propose, les gars, qu'on commence avec peut-être les points positifs à retenir de cette session de 3 matchs. Peut-être avec toi, Lilian, est-ce que tu as des points que tu retiens en priorité du stretch de rencontres qu'on a eu? Avant peut-être de rentrer dans le jeu qu'ont pu proposer les Parisiens, il y a d'abord un point comptable quand même. Paris commence enfin à enchaîner les victoires. On a un peu ce qu'on avait pointé du doigt en tout cas sur le début d'année 2021, que Paris avait du mal à justement enchaîner les victoires malgré de bonnes prestations. On pense à Denain qu'on a souvent ressassé, mais il y avait également eu d'autres bons matchs. Et là, Paris, à part ce dernier accro, on va dire, face à Gris, avait réussi à enchaîner, était sur une série de 3 matchs, de 3 victoires tout simplement avant cette défaite en terre alsacienne. Donc déjà, ça permet tout simplement à Paris de s'installer dans le haut du classement, là où est sa place. Et c'était le premier point que j'avais envie de noter parce que c'est quand même important. Au final, au-delà du contenu, c'est les victoires et le classement qui comptent à la fin. Antoine, tu rejoins Lilian là-dessus. Paris aujourd'hui qui est 6e du championnat avec 10 victoires et 7 défaites, qui est un poil loin encore du podium, mais qui peut toujours espérer s'y rattacher. Oh, ouais, comme le disait Lilian, de toute façon, je suis un petit peu surpris de cette défaite aussi à Gris, même si on sait que Gris est une équipe qui, en ce moment, est en train de revenir en forme après un début de saison délicat. Mais c'est vrai qu'on voit une équipe de Paris un peu plus conquérante et même à l'extérieur. On sait que Paris, c'est pas son point fort. Le point fort de Paris, quand même, c'est plus les rencontres à domicile depuis le début de la saison. Et là, d'aller chercher, par exemple, une victoire à Vichy, qui est quand même une des grosses équipes, notamment offensives de ce championnat. C'est vrai que c'est toujours très, très intéressant à souligner. Ah non, c'est clair, hein, au Vichy-Clermont, déjà la saison passée, Paris avait été faire un petit braquage là-bas en s'imposant, je crois, d'1 point. C'était vraiment, vraiment serré. On va dire que Paris aime bien cette salle. Moi, ce que je voulais peut-être noter aussi, peut-être pas forcément sur ces matchs, mais plus régulièrement depuis l'arrivée de Ryan Boatwright, qu'on a déjà souligné, je crois, la semaine passée, c'était l'attaque parisienne qui va de mieux en mieux. Et juste pour faire un petit point statistique avant de vous lancer, messieurs, Paris qui a marqué 90 points contre Souffle et 95 contre Vichy. euh, Paris commence de plus en plus à avoir des matchs où il marque beaucoup de points, ce qui était vraiment pas du tout le cas sur les premiers mois de cette saison et qu'on connaissait très peu en fait à cette équipe depuis même la saison passée, quand le noyau dur du groupe avait été créé.
Je sais pas toi, Antoine, si tu as un peu ce ressenti-là aussi sur les dernières semaines, sur les dernières sorties de Paris, si offensivement, ça va mieux aussi avec Ryan Boatwright. Effectivement, de toute façon, à la main, il apporte beaucoup et il apporte vraiment beaucoup. On voit sur quelques séquences où Paris est peut-être un petit peu plus dans le dur. C'est lui qui va venir débloquer, par exemple, sur un pick and roll, qui va venir envoyer un shoot en sortie d'écran. Et c'est vrai que ça permet justement de remettre une dynamique à l'équipe quand il y a des petites périodes de creux sur certaines séquences, notamment. Voilà, quand ça commence le jeu en transition, enfin, on a un jeu plus débridé, un jeu en transition. C'est lui qui va venir justement éviter à Paris de se faire submerger là-dessus. Et même si on sait que Paris affectionne de plus en plus ce jeu en transition, en défense, ça a été toujours compliqué. Et donc, justement, Ryan Boatwright est là, je pense, pour amener justement ce petit grain de folie. Et offensivement, c'est vrai il apporte vraiment beaucoup, surtout sur le poste 1, qui était un petit peu plus délicat au niveau attaque pour Paris. Lilian, toi aussi, tu es d'accord là-dessus, sur le fait que Ryan, c'est le métronome de l'équipe et que lorsqu'il va bien, tout va bien, et lorsqu'il est moins bien, l'équipe perd un peu pied. Ouais, c'est ça, et on le sent aussi c'est vraiment ça, il joue ce rôle de chef d'orchestre de l'attaque, et ça se voit je faisais un peu le compte là pendant que vous discutiez, sur l'implication des joueurs, et notamment pour un peu corroborer ce que tu disais sur une attaque de Paris qui est meilleure ces dernières semaines. Sur le match à Souffle, il y a 7 joueurs qui sont à 7 points ou plus. Sur le match face à Vichy, il y a 6 joueurs à 12 points ou plus. Bon, face à Gris, forcément, c'est un peu moins, ça illustre un peu moins cela. Et c'est ce que Jean-Christophe Prat aussi disait avec à la fois l'arrivée de Boatwright et les retours de blessures, c'est que Paris maintenant a un groupe, on va dire, de 10 joueurs quasiment sur lequel il peut compter tous les soirs. Et ça, dans l'optique à la fois d'une fin de saison qui est extrêmement resserrée, où il y a en moyenne 2 matchs par semaine, et également tout simplement pour faire face aux grosses écuries de la Pro B, c'est très intéressant. En fait, on va dire que quasiment à chaque match, il y a un autre joueur qui peut performer. Ça peut être un jour contre Souffle, c'était Milan. Après, ça peut être Juan, ça peut être Amara, qui ne sont pas forcément non plus les têtes d'affiche de l'équipe. Et ça peut être justement les leaders que sont Nobel ou Ryan qui ont performé, eux, à Vichy. C'est vraiment, en fait, il y a une limite, Paris se constitue une petite armée de joueurs qui peuvent à chaque match contribuer pour emmener les Parisiens vers la victoire. Ouais, et puis tu citais peut-être le match de Souffle, on peut peut-être en parler 2 minutes. C'est un match où Paris n'a pas du tout été inquiété, comme en fait au match aller en Alsace. Paris a pris les commandes assez rapidement et a étouffé Souffle, que ce soit en défense, mais surtout du coup offensivement. Je trouvais limite que les joueurs de Souffle étaient perdus un peu sur le terrain et que très vite, bon, certes, Milan Barbic avait fait le travail, mais il n'est pas tout seul parce que, comme tu le soulignais assez justement, beaucoup de joueurs c'est 6 joueurs qui mettent plus de 7 points, un truc du genre, ce que tu disais. 7, ouais. Et quand tu vois Gauthier Denis à 15 points, mais à 3 sur 6 à 3 points, que tu vois Dustin Sleva qui met ses 15 points habituels, que tu vois Joan Bégarin, dont on reparlera un peu plus en détail en fin de podcast, qui score 13 points, on se dit que cette équipe, elle commence voilà, à se forger un noyau dur de joueurs capables de mettre des points parce qu'il y a un meneur capable aussi de les faire briller beaucoup plus facilement. Est-ce que vous aviez un autre point positif sur ces 3 matchs que vous vouliez mettre en avant? Peut-être je pensais peut-être aussi au match contre Vichy Clermont, où la première mi-temps n'est pas bonne et la deuxième mi-temps permet à Paris d'aller chercher un match qui était très mal engagé à la mi-temps. Je ne sais pas, vous, comment vous l'avez ressenti, peut-être Antoine, pour commencer, sur la deuxième mi-temps parisienne où on a senti, encore une fois, que même quand Paris est derrière au score, ils sont capables de tout remonter et d'aller gagner un match aussi compliqué que celui-là. Ouais, bah juste à quelques minutes de la mi-temps, j'ai senti un petit peu Paris submergé par les assauts de Vichy. Et puis petit à petit, finalement, elle ne s'est pas laissée décontenancer, je pense, par une équipe de Vichy qui était pourtant bien à l'aise offensivement, notamment dans les 20 premières minutes. Et en fait, je pense vraiment que, je soulignais tout à l'heure, on en discutait, je soulignais un peu l'effet de Kamagaté, justement, pour venir chercher un écran haut
sur le poste haut et qui va permettre de démarquer des shooters à 3 points et donc des systèmes de jeu qui ont été vraiment très efficaces. Et donc, quand Paris faisait le stop en défense, derrière le système de jeu, il était toujours très efficace et il permettait une réaction. Et c'est ça qui a un peu décontenancé Vichy, qui s'est mis du coup à tenter de répondre, à canarder un petit peu, mais ça ne fonctionnait pas parce que Paris, justement, a passé la seconde offensivement. Et je pense que c'est ça qui a un petit peu déstabilisé les joueurs de Guillaume Vizade. Lilian, pour toi, il y a que l'attaque qui a fait que Paris est revenu en deuxième mi-temps. Non, je pense pas. Et c'est ce que soulignait Jean-Christophe Prat avec qui on a pu s'entretenir. C'est vraiment. Et de toute façon, il le dit, même quand c'est moi qui ai pu m'entretenir avec lui, je lui disais que c'était peut-être quand même positif, on disait que Paris peut s'imposer dans des matchs offensifs. Et lui, non, il retenait que le fait que son équipe a enfin pu défendre en seconde période face à Vichy. Et c'est tout ce qui lui importe. Et c'est un peu ça peut-être, je vais un peu basculer là sur les points négatifs, mais Paris maintenant, on sent, arrive à installer son jeu sur 40 minutes à domicile, malgré le fait que tous les matchs se jouent à huis clos encore. Mais à l'extérieur, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Toujours un Paris où il y a deux visages, où Paris peut installer son jeu et rayonne, et des fois des périodes où Paris est complètement méconnaissable, et notamment dans sa propre moitié de terrain, pardon. Et c'est ça qui a fait défaut cette semaine. Ça aurait pu coûter 2 défaites, ça n'en coûte qu'une au final, mais c'est vraiment ce que Paris va devoir corriger, réussir peut-être pas à jouer 40 minutes au jeu auquel ils le veulent, mais au moins 30 minutes parce que là, à Vichy, c'est la première mi-temps qui a failli. À Gris, c'est la seconde. Donc, à chaque fois, il y a une mi-temps qui ne va pas et c'est ce que va devoir régler Jean-Christophe Prat dans les prochaines semaines. Ouais, bon, on peut peut-être passer au point négatif de ces trois rencontres. Forcément, si on doit en retenir un, c'est cette défaite à Gris Oberhofen qui n'était pas spécialement attendue. Alors, même si tous les coachs de Pro B aiment bien dire que chaque match est difficile, que ce soit contre le premier ou contre le dernier. Euh, c'est un championnat qui est plutôt homogène. Néanmoins, vu la physionomie de la rencontre avec la première mi-temps, alors certes, c'était pas un match incroyable, mais c'était maîtrisé en tout cas de la part des Parisiens. On pouvait se dire que quand on arrive à la mi-temps, Paris s'envole vers une victoire presque acquise et ce n'était pas le cas. Peut-être Antoine, sur ce match-là, toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de négatif? Forcément, il y a une défaite pour Paris. Ouais, bah, en première mi-temps, autant j'ai vraiment peu de points négatifs à souligner. Par contre, en deuxième, enfin, des deux côtés du terrain, pour parler d'abord peut-être un petit peu de l'attaque, je trouve que Paris s'est entêté peut-être avec des shoots à 3 points. Plutôt que d'aller provoquer, plutôt que de jouer dans la dureté, qu'il manque peut-être à cette équipe parisienne sur ce match. 11 lancers francs seulement provoqués, c'est très peu contre 17 pour Gris et juste 6 lancers inscrits, donc c'est vraiment peu. Et pareil, à 3 points, 6 sur 26. Donc, je trouve que Paris s'est vraiment entêté avec beaucoup de shoots à 3 points. Et du côté défensif, encaissé 53 points en deuxième mi-temps, après en avoir encaissé seulement 28 en première, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu tous les efforts finalement d'un premier acte qui sont un petit peu gâchés par un deuxième acte où peut-être que Paris sentait déjà la victoire acquise et s'est un petit peu reposé. Il y a eu comme une baisse de régime, j'ai trouvé, dans les troupes de Jean-Christophe Prat. Et on le voyait justement dans ce que disait le coach Prat, c'est que vraiment, c'est un petit peu inexplicable, cette baisse de régime. Et c'est dommage d'avoir gâché ces efforts-là. Ouais, Lilian, toi qui a pu parler à l'entraîneur parisien, lui qui disait aussi que Gris n'a rien changé dans sa manière de défendre et dans sa manière d'attaquer, que c'était juste Paris qui avait complètement lâché les pédales et que c'était parti en total roue libre. C'est exactement ça. Ils ont juste profité des errements à la fois défensifs et offensifs parce que, alors d'abord sur le côté défensif, il y a eu encore, enfin on le souligne depuis plusieurs podcasts et c'était vraiment criant face à Gris, le nombre de secondes chances laissées aux adversaires c'est pas normal. Ça a donné un nombre d'opportunités à Gris pour juste déjà revenir au score et ensuite on a senti que ce fait que
les Grisois dominent au rebond offensif. Avec cette défense de zone qu'a pratiqué Paris en seconde période, enfin même pendant la grande partie du match, ça a libéré après les espaces pour les shooters de Gris. Et c'est ça qui a fait la différence en fin de match aussi, en plus du fait que les Parisiens étaient notamment dans la pénalité. Mais c'est ça qui a souligné. Et puis aussi, j'ai trouvé vraiment, on a l'impression qu'ils ont coupé le cerveau en deuxième période parce que même en attaque, il y avait un nombre d'erreurs, que ce soit des passes mal assurées, des pertes de balles parce on se dribble sur le pied ou tout ce genre de choses. Vraiment, là, il n'y a rien à retenir de cette seconde période à part que les Parisiens ont complètement flanché. Et c'est dommage parce qu'on vante justement le fait que Paris a de nombreux joueurs sur lesquels ils peuvent compter. Et, et on a l'impression qu'à chaque fois, c'est toute l'équipe à l'unisson qui sombre ou qui rayonne justement. Et il n'y a pas. Alors, il y a bien eu Amara sur ce match qui a vraiment fait une très belle rencontre et qui a, en troisième quart-temps, permis à Paris de rester dans le match. Mais c'est tout, quoi. Et on a l'impression, vraiment, à chaque fois, on a l'impression que soit toute l'équipe est au diapason, soit tout le monde plonge. Bah, tu vois, moi, je voulais qu'on parle un peu du match de Ryan face à Gris, parce je trouve qu'il est très symptomatique, en fait, déjà, de ce qu'on a dit depuis le début du podcast, que lorsqu'il va pas bien, toute l'équipe va pas bien. Et franchement, sa deuxième mi-temps, bah, déjà, c'est la pire mi-temps qu'il a produite à Paris. Et quand tu dis que Paris a déconnecté le cerveau, je trouve vraiment qu'il en est presque le premier acteur, en fait. Parce que c'est lui qui monte la balle et qui lance les systèmes et que tu attends qu'il fasse la différence. Et en fait, plus les attaques passaient, moins il faisait la différence. Et à l'inverse des derniers matchs où, à la limite, il pouvait avoir des moments de moins bien et il pouvait être aidé par Milan Darbic. Bah, Milan, là, pour le coup, sur le match, il met 1 point, il prend 3 rebonds, il fait 4 passes. Il joue que 17 minutes. Et donc, bah, il n'y a pas de solution de création à Ryan Boatwright en attaque. Et je trouvais vraiment qu'il y a un moment, je crois que c'est peut-être début du quatrième, où vraiment, c'est lui qui prend le ballon et il le perd, ou il prend un shoot sans rythme. Et tu sens en fait à partir de ce moment-là où lui, il n'est pas en confiance et où il n'est pas dans sa gestion habituelle, que le match commence à échapper aux Parisiens. Et tu le citais, il n'y a vraiment que Amarassi en deuxième mi-temps qui fait le job. Joan Bégarin aussi, que moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est trop peu en fait par rapport aux Grisois, où par exemple tu as Kevin Dinal qui fait un match vraiment propre, et où tu as Joseph Franck et Philippe Adamovic qui finissent le travail dans le quatrième quart-temps, alors qu'il faut juste le dire, Gris entame le dernier quart-temps en faisant 3 fautes en 1 minute. Il peut quasiment rien arriver à Paris si tu fais 3 fautes en 1 minute. Globalement, tu peux aller sur la ligne des lancers francs. Et à juste titre, comme le citait Antoine tout à l'heure, Paris n'en a shooté que 11. C'est pas normal que tu n'en shootes que 11 quand tu provoques 16 fautes. Paris aurait dû en shooter beaucoup plus. Sauf si vous avez un dernier point négatif. Peut-être la première mi-temps contre Vichy, ou alors on peut passer au perf individuel. Bah, Bon, non. juste, je trouve Vas-y, que vas-y. ça rejoint beaucoup le point que Lilian a évoqué face à Gris, justement. Cette première mi-temps contre Vichy, j'ai trouvé que vraiment, enfin, à un moment, Paris a totalement perdu les pédales, mais la totalité de l'équipe. Et il a fallu rallumer Ryan Boatwright, notamment, avec quelques shoots à l'extérieur, et Gauthier Denis, pour remettre la totalité de l'équipe dedans. Et c'est un petit peu, c'est vraiment un scénario qui s'est reproduit, je trouve, sur cette deuxième mi-temps de Gris, et donc qui est un petit peu à signaler. Et justement, il faut chercher, je pense, une réaction à ce type d'événement et ne pas se reposer peut-être sur un Ryan Boatwright de qui on attend toujours l'étincelle, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, puisque on le voit un peu moins maintenant depuis que Ryan est là, mais de Sinclair, même s'il fait toujours les stats qu'il faut et qu'il est toujours impactant dans les moments un peu chauds, et un peu moins présent que Yann, ne serait-ce qu'un mois ou deux. Les cadres, moi je pense à Nobel Bunkolo, il faut que je retrouve son temps de jeu. Il a joué 10 minutes contre Souffle. Il en joue un peu plus il est vraiment bon, pardon, à Vichy, et puis il joue 23 minutes et il est pas si mal, mais par exemple, le temps de jeu de Nobel, il est aussi criant du fait que les cadres, certains en tout cas, ont du mal à soutenir cette équipe. Et justement, pour aller complètement à contresens de ce que je viens de dire,
on va pouvoir parler des quelques matchs d'Amarassi qui, alors si on fait un petit peu le topo de sa saison, avait démarré sur d'énormes bases. Je me souviens de son match à 25 points en début de saison en Leaders Cup, qui était sa meilleure performance au point depuis plus de 15 ans. Il avait été blessé ensuite. Et je trouve que là, depuis un mois, on retrouve le Amarassi du début de saison. Et, peut-être que je vais commencer avec toi, Lilian, mais on se le dit souvent en off, que c'est même une question qu'on se pose. C'est on aimerait bien savoir, par exemple, c'est quoi la moyenne de points par rapport au ballon touché par Amara en attaque, tellement il est efficace, propre et rarement, en fait, rarement dans le dur ces derniers mois. Ouais, c'est vraiment le liant de cette équipe. Voilà, enfin, depuis quelques matchs, il fait tout bien. Franchement, il ne loupe plus rien. Et même quand là, il est. Pourtant, j'ai trouvé que face à Gris, il était quand même bien défendu, que ce soit au poste, que ce soit même sur ses catch and shoot, il était quand même cerné. Et enfin, il loupe rien. C'est fou. Et puis même, bah, on voit qu'il est toujours aussi important dans l'esprit du groupe. En revoyant le match face à Gris, à la fin, il y a Ryan Botwright et Gauthier Denis qui n'étaient pas d'accord sur un système mis en place, et c'est Amara qui est venu les calmer pour se dire les gars, ça sert à rien là, il faut rester concentré dans la partie. Et vraiment, vraiment c'est à la fois peut-être un tout petit peu inquiétant et très agréable de pouvoir autant s'appuyer sur un joueur de 39 ans. Inquiétant parce que ce ne serait pas forcément à lui d'avoir un rôle aussi important, mais c'est à la fois agréable de pouvoir compter sur un apport qui n'était pas forcément aussi attendu en début de saison. Mais ouais, Amara, j'aimerais bien avoir l'avis d'Antoine parce que là, on se dit qu'il va continuer encore quelques années comme ça, vu son niveau qu'il a en ce moment. Bah, franchement, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris de le voir revenir à une efficacité qui est vraiment impressionnante. Et je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'arrivée de Ryan Botwright n'y est pas pour rien. Je pense vraiment que c'est lui qui permet de trouver les décalages et les bonnes options shoot, les bons tickets shoot pour Amarassi, et dont le rôle, je trouve, a un peu changé. Enfin, on va pas forcément se reposer une attaque, reposer une attaque sur lui, mais par contre, on va trouver immédiatement le décalage et il va sanctionner. C'est une efficacité qui a été retrouvée. Et justement, peut-être que tu parlais du rôle de Nobel Bungukolo qui avait changé. Peut-être que justement, l'ajustement de l'effectif parisien maintenant est plus propice à un joueur comme Amarassi qui va sanctionner à chaque ticket shoot ou presque, plutôt qu'un Nobel Bungukolo qui aimerait plus peut-être récupérer la balle, aller driver. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je te rejoins justement. Il y a beaucoup si on regarde vraiment les matchs d'Amara, il y a beaucoup de shoots qui sont pris sur du pick and pop où c'est Ryan qui vient justement proposer cette solution-là. Et Amara, très vite, il arrive en plus à se démarquer. Et sur du pick and pop, franchement, c'est très rare en fait, limite de le voir rater. Il doit avoir des pourcentages bien au-delà des 50%. Et, et c'est une arme offensive qui est à la fois non négligeable et surtout qui est presque essentielle quand Paris se retrouve sur du 24 secondes très embêté. Tu te dis, t'envoies le ballon à Amarassi. Soit il joue au poste, soit il tente un tir un peu casse-gueule, mais il y a limite plus de chances que ça rentre plutôt que s'il avait donné le ballon à d'autres joueurs. Je ne saurais pas vraiment qui citer là, mais, euh, mais je retrouve en fait le joueur du début de saison, le patron, plus aussi parce qu'il est beaucoup moins embêté par son épaule, mais son rôle a changé parce qu'il est physiquement apte à faire les matchs qu'il fait. Et même, c'est pas dans le thème du podcast, mais quand on peut parler aussi de son match d'Évreux à Évreux où il joue 7 minutes, il a 11 points, 8 rebonds, 2 passes. Enfin, c'est colossal et il rejoue même pas d'ailleurs, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais ça, je trouve que ça montre vraiment le changement de dimension entre le moment où il revenait de blessure, où c'était un peu compliqué, et puis là, cet instant où ça c'est redevenu l'amiral qu'on aime vraiment bien voir sur le terrain. Bon, on enchaîne sur Johan Bégarin, qui, alors je me souviens, j'avais fait un papier sur le site il y a quelques temps mettant en avant sa progression au tir à 3 points.
Donc, bien évidemment, depuis, cette adresse, elle a chuté. Mais à l'inverse, son importance dans le système parisien a vraiment pris de l'ampleur. Moi, je le trouve de plus en plus régulier. Et vraiment, je crois que même le coach Pratt en parlait après le match contre Souffle. Je trouve vraiment que Johan Bégarin a trouvé des standards, a trouvé son standard de performance plancher, qui est vraiment en fait pas loin de En fait, il a réduit la variance entre son niveau plancher et son niveau plafond. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait des fois où il passait totalement à côté de ses rencontres. Et au-delà de passer à côté, il était transparent, en fait. Il y a des fois où on se demandait si Juan était sur le terrain. Tellement quand il est bon, on le voit briller de mille feux. Mais bon, pour pas forcément répéter ce qu'on a dit avant de laisser la parole à Antoine, moi je trouve qu'il a progressé sur son apport quand il n'a pas le ballon, justement. Euh, voilà, en défense, il a toujours cette présence où il peut intercepter, où il coupe très bien les lignes de passe. Mais je trouve qu'aussi en attaque, c'est dans son jeu sans ballon qui rayonne à la fois dans son positionnement, même quand il ne reçoit pas la balle. Je trouve il se place bien dans l'attaque pour justement écarter maintenant avec cette menace à 3 points qu'il obtient et qu'il n'a plus forcément non plus besoin du ballon pour attaquer le panier, qu'il peut, sur un décalage créé justement par Botwright, sanctionner sur 2 dribbles la défense et c'est vraiment intéressant. Maintenant, on s'attend à des standards de Juan au moins à chaque fois avec, je sais pas, on va dire 10-12 points par match, un bon pourcentage au tir. Antoine, tu rejoins. Enfin, c'est quoi ton avis un peu sur Juhan Bégarin là, c'est les matchs récents qu'il a pu sortir? Ouais, bah justement, tu le disais, beaucoup de régularité. J'ai noté vraiment sur Juan Bégarin, là, son 13,5 de moyenne, il l'a depuis quelques rencontres, quoi. C'est une belle ligne de stats, mais surtout, d'abord, je voudrais reparler du côté défensif qu'évoquait Lilian. C'est vrai qu'il a une présence défensive. Justement, il joue un peu le rôle de bougie d'allumage, je trouve, qui permet justement à Paris d'avoir la motivation pour défendre. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça exactement, mais quand on voit Juan Bégarin jouer et mettre la pression sur le porteur de balle, justement, ça oblige, par exemple, même un Boatwright à venir coincer un joueur sur une prise à deux, par exemple. Et cette activité défensive, elle est vraiment bénéfique, je trouve, au Paris Basket. Et c'est ce qui va lui permettre justement de récupérer derrière, que ce soit des ballons en transition. On sait qu'il adore ça, donc pour aller finir au panier avec un dunk pour faire un peu le show, mais aussi voilà, de pouvoir se placer rapidement. Et je pense que c'est une volonté vraiment du coach et du staff de vraiment, sur certaines actions, le laisser un peu loin du ballon, histoire qu'il puisse faire justement son petit tour de terrain et puis se placer bien comme il faut. Et quand il s'est fait oublier, il sanctionne vraiment. Je l'ai trouvé de plus. Enfin, je le trouve. Tu disais que le pourcentage avait un peu baissé, mais franchement, à 3 points, je le trouve encore. Enfin, je trouve vraiment qu'il est devenu une menace là où on attendait vraiment une grosse progression. Oh non, je suis sévère sur le shoot à 3 points, parce que il y a vraiment que contre Vichy il a 2 sur, contre Vichy, contre Gris, où il a 2 sur 7 de loin. Mais il prend des tirs qui sont pas forcément les tirs les plus faciles. Et on l'avait souligné dans les podcasts précédents, où il est beaucoup plus à l'aise sur du catch and shoot, évidemment, que sur du pull-up. Mais sur Juan, en plus, vous soulignez son jeu sans ballon, mais plutôt récemment, d'ailleurs, sur les 3 matchs, Antoine, tu le dis, il est en 13,5 de moyenne, mais en fait, les 5 passes décisives de moyenne, c'est surtout que les 5 passes décisives dans un match, c'est son record en un match dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que de manière assez récente, il arrive quand même à trouver des bons tirs pour ses coéquipiers, à les trouver démarqués. Alors, ça va peut-être aussi du fait qu'il a un meilleur meneur à côté de lui et que du coup, il a aussi plus d'espace donc pour créer pour les autres. Mais je trouve qu'il a aussi progressé, en tout cas de manière assez récente, sur ce moment-là. Et puis Johan Béguerin, si sur ces 3 matchs, doit rajouter quelque chose, c'est son début de match contre Souffle, où il met les 9 des 11 premiers points de Paris. Et franchement, il était inarrêtable. Alors, en défense, il était un peu en galère. Sur Sylvain Sautier, il avait du mal à le défendre, parce qu'il a en face, il a des longs bras, il est plus long que lui, il se faisait avoir au poste. Par contre, en attaque, Sylvain Sautier, il était totalement perdu face à Bégarin.
qui faisait ce qu'il avait envie. Il se faisait oublier dans le corner, comme le disait Antoine, ça rentrait. Il faisait de la paix, même sur du demi-terrain, ça allait quand même au bout. Et franchement, c'était plutôt fort. Sauf si vous avez un dernier joueur, une petite mention, on va pouvoir s'arrêter. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'Antoine sur Nobel Mukolo. Justement, on en parlait un tout petit peu. Je sais pas, nous, je pense que tu seras d'accord avec moi, Antoine, on a du mal à juger Nobel. On pense beaucoup ses performances parce qu'on en attend beaucoup plus de lui. Et on s'est peut-être dit qu'avec l'arrivée de Ryan, justement, ça permettrait de lui libérer plus d'espace et de sanctionner justement les défenses adverses, parce qu'on l'a souvent mentionné, Nobel en début de saison, il est souvent pris à 2, voire à 3. Et il avait souvent, alors il arrive à s'en dépêtrer en provoquant des fautes, par exemple, mais sur ses opportunités de tir, il a quand même un peu de mal. Et j'aimerais avoir le regard d'Antoine là sur on va dire la saison en globalité de Nobel avant et après l'arrivée de Ryan. Bah, je trouve qu'il avait un certain. J'avais noté quand je regardais un petit peu le Paris Basketball, un certain, je trouve, leadership offensif de Nobel Bungkolo. Je le trouvais vraiment. Je trouvais vraiment que c'était le leader de cette attaque parisienne pendant un moment. Et je ne sais pas si justement l'arrivée de Ryan Boatwright lui a pas justement fait perdre un petit peu ce rôle. J'ai l'impression que euh, il ne sait plus trop bien où situe son rôle. Alors qu'on l'a vu face à Aix-Maurienne, c'est lui qui remet le Paris Basket dedans quand Paris est à -8 à quelques minutes de la fin de match. C'est lui qui va sortir les gros shoots. J'ai l'impression, en fait, il désire un rôle justement peut-être de première menace offensive et que c'est pas ce qu'il obtient, notamment par, comme tu l'as dit, le fait que déjà il était pris en défense systématiquement, enfin on lui laissait pas respirer. Mais le fait que Boatwright arrive, justement, ça l'a encore plus, je trouve, mis en retrait et j'ai l'impression qu'il ne s'exprime pas comme il voudrait le faire sur le parquet. Je ressens plus ou moins cette idée-là aussi sur Nobel. Plutôt, comment dire, il a des performances qui sont soit très basses, soit très hautes. Et en plus, là, son temps de jeu varie beaucoup en ce moment où il y a des matchs où il peut passer la plupart du match sur le banc et c'est assez rare. Même, en fait, c'est même plus que rare. C'est jamais arrivé en fait depuis qu'il est à Paris. Donc à voir sur les prochaines semaines. Nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter @ParisB-8OnAir, sur Facebook Paris Basketball on Air. Antoine, nous, on peut te suivre où? Pro Actu, du coup? Exactement, ProBactu sur Facebook et Instagram. Voilà un peu le compte numéro 1 sur la Pro B. Bah, nickel. Nous, comme d'habitude, on se retrouvera pour le débrief des 2 prochains matchs contre Évreux, c'est le 16 avril, et en déplacement à Saint-Quentin, ce qui va être super intéressant à observer. On se retrouvera du coup dans une grosse semaine pour le prochain podcast. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Ciao les gars. Salut. Salut.